こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Les Jeux Olympiques de Tokyo, initialement prévus en 2020 et reportés en 2021 pour cause de pandémie mondiale, furent une catastrophe à tout point de vue. Public absent, endettement monstre de Tokyo payé par les contribuables, perturbations en série dans la capitale et scandales de corruption dès la candidature de Tokyo en 2011. Ce bilan catastrophique s'alourdit de jour en jour au fur et à mesure que les têtes corrompues tombent. Monsieur Takahashi Tsuguhiko, ancien cadre dirigeant du comité olympique, a été arrêté par la brigade anticorruption pour une série d'affaires et entraîne avec lui une brochette de hauts dirigeants d'entreprises et de politiques. L'éditeur Kadokawa tout d'abord qui aurait donné en espèces 70 millions de yens, soit environ 500 000 euros à Takahashi, pour devenir sponsor officiel des JO et publier les guides et magazines en exclusivité. La firme Aoki Holdings ensuite et son président Aoki Hironori, lui aussi arrêté par la police, qui aurait glissé 50 millions de yens, environ 350 000 euros dans sa poche, pour un sponsoring officiel et l'embauche de quelques sociétés annexes, parfois fantômes. Mais ce n'est pas tout. Takahashi, ancien président de Dentsu, la plus grande boîte de communication japonaise, est soupçonné d'avoir usé de son influence sur son ancienne entreprise, moyennant pot de vin, afin de gagner les appels d'offres pour des entreprises amies qui les rémunéraient elles aussi. Mais la cerise sur le gâteau empoisonné est la mise en examen de l'ancien Premier ministre Mori Yoshiro, ancien président du comité olympique de 2014 à 2021. Rappelons qu'il avait été obligé de démissionner de son poste pour des propos machistes et insultants envers ses collaboratrices. Le politique de 85 ans est soupçonné d'avoir reçu plusieurs pots de vin en espèces de la part de la marque de prêt-à-porter Aoki pour favoriser l'enseigne et en faire un partenaire privilégié. Mais ce n'est pas tout, l'ancien chef de gouvernement aurait reçu $1 million de la part du CIO pour qu'une entreprise de sécurité privée, dont il était le dirigeant après son mandat, s'occupe de sécuriser les Jeux. Or, il s'avère que cette société était une boîte aux lettres sans activité et que ce furent les pouvoirs publics aidés de quelques compagnies privées qui eurent finalement cette charge. Un montage légal, enfin à la limite, permit de liquider la société en question et le $1 million avec. Le comité olympique international enquête aussi sur une agence de conseil dont Mori était proche et qui a surfacturé des prestations toujours introuvables à ce jour. La brigade et les magistrats anticorruption ont procédé à une série de perquisitions au siège du comité et des domiciles des différents mis en examen qui, bien entendu, nient tous avoir commis quelque irrégularité. Les JO de 2021 jouissaient déjà d'une détestation profonde de la part des habitants de Tokyo, et il faut bien le dire, les politiciens aussi. Cette série d'affaires ne va donc rien arranger, bien au contraire. L'ancien Premier ministre Mori nie tout en bloc et s'offusque par communiqué interposé, mais il semblerait que les preuves matérielles s'accumulent. Les habitants de la capitale aimeraient bien savoir pourquoi leurs impôts, en hausse constante, a dû servir à payer des dirigeants corrompus pour des jeux dont ils n'ont pas du tout profité, bien au contraire. Affaire à suivre. Le 2 septembre, M. Shikama Shoichi, 51 ans, président d'une compagnie de transport, n'était plus venu au bureau depuis 2 jours. Inquiet, l'un de ses cadres, qu'il avait appelé un nombre incalculable de fois, passa lui rendre visite pour s'assurer que tout allait bien, mais après avoir sonné et tambouriné à sa porte de longues minutes, sans réponse, et avoir vu sa voiture au parking, il appela le 110 pour faire part de ses inquiétudes aux autorités. Arrivé sur place, la police força l'entrée du domicile et y trouva M. Shikama allongé dans le séjour et couvert de sang. Pris en charge par les secours, il sera déclaré mort par le médecin avant son transport, frappé d'une dizaine de coups de couteau au niveau de la poitrine et du cou. Un peu plus loin, entendant des cris étouffés, la police s'engouffra dans le couloir et y trouva Madame Ito Yuri, 40 ans, compagne du chef d'entreprise, assise sur le parquet, une ceinture de tissu autour du cou et haletante. Prise en charge, son état ne sera pas jugé inquiétant et elle sera immédiatement entendue par les enquêteurs.
En effet, les taches de sang sur ses mains avaient un peu éveillé les soupçons. Elle avouera très vite avoir tué son compagnon et avoir voulu se donner la mort juste après, mais avoir raté son coup, enfin pour elle-même. Elle expliquera qu'ils avaient eu plusieurs disputes les jours précédents, toutes concernant son train de vie et ses dépenses, et que Shikama l'a menacé de la mettre à la porte si elle ne se réfrénait pas un peu. De son propre aveu, elle aurait vu rouge quand il lui aurait demandé de lui rendre les cartes de crédit pour quelque temps afin de tester leur relation. Le jour du meurtre, c'est un relevé de carte bleue de 1 100 000 yens, environ 7 800 € dans une boutique de luxe de Tokyo qui aurait mis le feu aux poudres. Se le voyant reprocher, Ito aurait saisi un couteau dans la cuisine et frappé son compagnon à 10 reprises, le tuant sur le coup. Prenant conscience de son acte, elle se serait saisie d'une ceinture de kimono en tissu et aurait tenté de se pendre à la rambarde des escaliers, mais sans succès. Mise en examen pour meurtre, elle risque d'être habillée gratuitement par l'administration pénitentiaire pour les 20 années qui viennent. Affaire à suivre. Je vous en parlais dans une précédente édition, Sakai Rin, 28 ans, était arrêtée en juillet dernier pour le meurtre de sa mère adoptive, Sakai Naoko, 54 ans, retrouvée morte dans son bain. L'homme tentait de quitter le pays avec des faux papiers en attendant de toucher l'assurance vie de sa mère de 150 millions de yens, environ 1 million d'euros, à son seul bénéfice depuis qu'il en avait lui-même pris l'initiative. Mis en examen pour escroquerie et meurtre, il avait été placé en détention dans les cellules du commissariat du quartier Fukushima à Osaka, et ce pour la durée de l'instruction. Le 2 septembre à 7h du matin, un gardien qui faisait sa ronde l'a retrouvé mort pendu avec son t-shirt noué. Il n'a laissé aucune note ni parlé de quoi que ce soit à l'administration et à son avocat. Ce décès met un terme à l'enquête sur la mort de Madame Sakai, ce que regrette le procureur chargé de l'affaire ainsi que les policiers d'Osaka qui commençaient à dénouer les fils de cette tragique histoire. Comme aucun tiers ne semble impliqué ni dans l'escroquerie ni dans l'assassinat, le dossier va donc être clôturé et classé sans suite. L'argent de l'assurance vie, lui, partira au trésor public en attendant qu'un parent direct de Madame Sakai ne se manifeste pour le réclamer, ce qui en pareil cas ne manque pas d'arriver très vite. Affaire classée. Le soir du 20 août, Barbosa Anderson Robson, 33 ans, citoyen brésilien résidant au Japon, assassinait sa compagne de 29 ans, Aramaki Manami, et leur petite fille de 3 ans, Lily. Pour une raison indéterminée, l'homme a porté 10 coups de marteau dans la poitrine et le cou de la première victime avant de la défigurer à coups de marteau, puis, avec le même couteau, a exécuté sa fille d'autant de coups portés aux mêmes endroits. Il aurait ensuite fait un sac de voyage avant de prendre le train à la station de Hatsushima le 21 au matin, puis de se rendre à l'aéroport de Narita où il a quitté le Japon pour le Brésil le 22 août. Peu de temps avant de s'envoler vers son pays, il avait appelé son employeur pour lui dire qu'il avait eu un accident de vélo et serait absent pendant 2 semaines. C'est le père de Manami qui, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa fille, avait alerté la police le 24 au matin. L'équipage, n'ayant aucune réponse alors qu'il sonnait et tapait à la porte, avait fait ouvrir l'appartement et découvert les 2 corps. Le couteau laissé près des victimes était plein des empreintes de Robson et après vérification, le compte en banque du couple avait été vidé. C'est l'analyse des vidéos urbaines qui permit de refaire rapidement son itinéraire, mais trop tard. Un mandat d'arrêt a été immédiatement lancé contre le meurtrier présumé, mais après la confirmation par la compagnie aérienne de son arrivée sur le territoire brésilien, l'espoir de la famille Aramaki de voir le meurtrier de leur fille et de leur petite-fille arrêté semble s'évaporer. En effet, il n'existe aucun accord d'extradition entre le Japon et le Brésil et l'arrestation puis le jugement de Robson semble fort compromis. La police japonaise a placé l'individu sur une liste de criminels internationaux recherchés, mais s'il ne quitte pas son pays pour un autre qui lui aurait des accords avec le Japon, comme les États-Unis, il risque de finir sa vie tranquillement sans jamais avoir à répondre de ses meurtres devant un tribunal japonais et la famille des victimes. Selon les textes, il risque la prison à vie pour un tel crime, voire la peine capitale selon le juge qui aurait à trancher dans une telle affaire. Le seul espoir des Aramaki, comme de toutes les victimes de criminels étrangers, est que le gouvernement japonais hâte ses accords d'extradition avec les pays du monde, ce qui n'a jamais été à l'ordre du jour.
Affaire à suivre. Le 13 juillet 2022, la police de Chiba interpellait un homme de 52 ans sans emploi, Kawabata Nobuo, pour l'agression d'une fillette de 13 ans à la sortie de son collège. L'homme qui suivait la petite fille en voiture à allure réduite lui avait proposé de lui prêter une serviette pour qu'elle sèche ses cheveux. Perdant patience devant ses refus, il était descendu et avait tenté de la faire monter de force dans son véhicule, lui tordant le bras et la tirant par les cheveux. La victime avait réussi à lui mettre un vigoureux coup de pied dans les parties avant de le mordre et de s'enfuir à toutes jambes. Interpellé au domicile de ses parents où l'individu vit toujours, il avait été placé en garde à vue puis relâché après qu'un arrangement financier eût été trouvé entre les parents de la fillette et les siens. Le 10 septembre dernier, c'est un nouvel incident qui vint bouleverser la vie paisible d'une nouvelle victime. Ce jour-là, Kawabata patrouillait à nouveau à bord de sa voiture et à proximité des établissements scolaires de son quartier de Chuo. Vers 18h, il aperçut une lycéenne de 17 ans qui s'engageait dans une ruelle et la suivit de sa fenêtre ouverte. Il lui proposa une serviette pour sécher ses cheveux mouillés. Elle sortait d'un cours de sport et essuya à nouveau un refus. Alors il descendit de son véhicule et entoura la serviette autour de la tête de la jeune fille, serrant au niveau du cou et la traînant dans sa voiture. Il réussit à l'allonger sur la banquette arrière, mais au moment où il essayait de lui retirer son short, elle put lui envoyer un redoutable coup de pied dans le visage, se libérant de son étreinte, et prit la fuite. Kawabata fut à nouveau arrêté grâce aux témoignages de la victime et aux caméras urbaines et placé en garde à vue. Ses parents de 75 et 78 ans, toujours au travail pour leur fils, ont proposé un nouvel arrangement financier, mais les parents de la lycéenne victime l'ont refusé et portent plainte. Après une perquisition au domicile de l'agresseur, la police a retrouvé des éléments inquiétants qui tendraient à prouver que l'individu aurait pu réussir quelques-uns de ses enlèvements. Une mise en examen pour tentative d'enlèvement et tentative de viol sur mineur est tombée, mais d'autres pourraient bien suivre si les éléments retrouvés chez lui s'avéraient bien être les effets personnels de potentielles anciennes victimes. Affaire à suivre. Le 5 septembre, un médecin qui effectuait ses visites à domiciles habituelles dans le quartier de Katsushika retrouvait un mot étrange et inquiétant sur la porte de Madame Maehara Fusako, 92 ans, dont il s'occupait depuis des années et qui vivait avec son fils de 59 ans. Cette note disait « S'il vous plaît, prévenez la police. Je suis désolé ». Le médecin appela immédiatement une équipe de secours et un équipage de police qui ouvrit le domicile et trouva la patiente décédée dans son lit et son fils inanimé sur le canapé du salon. Après examen, le légiste détermina que la malheureuse avait succombé à un étranglement et que le fils, dans un coma profond, avait pris une dose massive de somnifères et d'antidépresseurs. Le fils, qui s'occupait de sa mère depuis 11 ans, avait reçu une note du service d'aide médicale sociale lui indiquant que leur situation financière ne permettait plus le maintien à domicile et allait la faire admettre dans un établissement. Il avait protesté à plusieurs reprises, mais devant l'impossibilité de voir aboutir sa requête, avait décidé de mettre fin à leur devis. Une lettre laissée par le fils Maehara explique son amour pour sa mère, sa dernière famille vivante, et son refus de la laisser mourir loin de chez elle. Il y exprime aussi sa lassitude de la vie, seul, sans enfant et sans travail, consacrant toute son existence à sa mère. La police attend que les médecins le tirent d'affaire pour l'interroger plus avant sur ses motivations et permettre sa mise en examen. Pour l'heure, l'homme est toujours dans le coma et dans un état préoccupant. Affaire à suivre. La cour de Kyoto a tranché. Harimoto Shogo, 23 ans, activiste nationaliste et terroriste, ira bien passer 4 ans derrière les barreaux. En cause, 2 attaques contre des bâtiments dans le quartier coréen de Kyoto auxquels il avait mis le feu dans l'intention de détruire des pièces historiques destinées à figurer dans un musée de la paix et si possible de tuer des personnes d'origine coréenne par idéologie raciste. En effet, le jeune homme très présent sur les réseaux sociaux nationalistes s'insurgeait depuis longtemps contre la création de ce musée de la paix et de l'amitié entre le Japon et la Corée, y voyant une insulte envers le passé du pays.
très remonté contre ceux que l'on appelle les Ainichi, c'est-à-dire les Japonais d'origine coréenne, ou les Coréens résidant au Japon, à qui il reproche tous les maux de la terre depuis 1945. Il avait été, dit-il, marqué par la douleur de son grand-père, ancien soldat impérial, lors des excuses du gouvernement japonais et des dommages de guerre payés aux anciennes colonies. Ses parents l'avaient élevé dans la haine des Coréens et des Chinois, avec en sous-texte l'idée d'un retour au Japon colonial d'avant-guerre. Lorsque le quartier de Utoro, connu pour héberger une forte communauté coréenne, avait rendu public le projet d'un musée de la paix et de l'amitié entre les peuples, Arimoto avait vu rouge et avait pris l'initiative d'empêcher un projet qu'il jugeait infamant pour son pays. Alors armé de 2 bidons d'essence, il avait mis le feu à 2 maisons de bois de type traditionnel, les réduisant en cendres et incendiant de fait 7 bâtiments alentour, heureusement sans faire de victimes. Lors du procès, il a été prouvé qu'il était également responsable d'un incendie volontaire dans la préfecture d'Aichi en juillet 2021 et visant là aussi des immeubles habités par des ressortissants coréens. Malgré tous ces effrayants efforts, le musée a ouvert ses portes en avril 2022 et connaît un franc succès, et la communauté coréenne vit paisiblement au Japon depuis la fin de la guerre, constituant la première communauté étrangère du Japon parfaitement assimilée et qualifiée d'exemplaire. Le groupuscule nationaliste auquel appartient Arimoto, constitué d'une dizaine de personnes, a été mis sous surveillance policière et quelques-uns de ses membres entendus par la police dans le cadre d'anciennes affaires d'agression raciste. Affaire à suivre. C'est une affaire des plus glauques qui se jugeait à la cour de district de Tokyo en ce 6 septembre 2022. En effet, Hashimoto Akinori, 31 ans, un ancien babysitter et puériculteur professionnel, comparaissait pour le viol de 20 jeunes garçons entre 5 et 11 ans pendant une période s'étendant de 2015 à 2020. Le jeune homme avait exercé dans plusieurs crèches publiques et privées de Tokyo, Ibaraki, Shizuoka, Yamanishi et Hiroshima, après avoir obtenu son diplôme de puériculture et profité de la situation de confiance que cette position lui conférait pour obtenir des petits boulots de babysitting en plus de son emploi. Les actes d'abus sexuels ont eu lieu lors de son travail en crèche, en maternelle, puis en école primaire, lors de camps d'été à la campagne et lors des soirées au domicile des parents qui lui faisaient confiance pour garder leurs enfants. Un signalement avait été fait en 2017 après qu'un enfant de 9 ans eut rapporté à ses parents les actes malveillants dont il avait été victime de la part de Hashimoto, mais il semblerait que la hiérarchie n'ait pas traité le cas à sa juste gravité. Malgré les réels efforts des autorités pour faire la chasse aux pédocriminels dans les milieux de l'enfance et de la petite enfance, beaucoup se heurtent encore à une certaine loi du silence et une faible réactivité de la hiérarchie. Le juge Kodama Masanori, qui présidait les audiences, a rappelé les traumatismes vécus par les victimes et certains témoignages de parents dont les enfants sont toujours en thérapie ont rappelé que des vies ont été brisées durablement. Le procureur avait réclamé 25 ans de réclusion criminelle collant avec les textes, la défense, elle, basée sur la négation de certains viols et un problème psychiatrique du mis en examen, demandait 10 ans de prison aménagée avec une obligation de soins. Le juge aura tranché en faveur des victimes en accordant cette peine, affaire classée sauf pour les victimes. Quel point commun y a-t-il entre Kishida Fumio et Vladimir Poutine? Alors oui, physiquement, il est vrai que ça ne saute pas aux yeux, je vous l'accorde. Non, je parle là d'un point de moralité tellement ancré en eux qu'ils en ont fait une espèce de marque de fabrique. Vous donnez votre langue au char? Ok, je mets fin à cette insoutenable attente, eh bien, voyez-vous, ça va sans doute vous étonner, mais ni l'un ni l'autre ne portent les homosexuels dans leur cœur. Monsieur Kishida, héritier d'une longue tradition homophobe locale, fait d'ailleurs de petites blagounettes à la sortie des conseils des ministres à base de « pas de ça chez nous » ou de réflexions tordantes sur un collègue qui n'a pas l'air très viril. Mon beau-père et mes beaux-frères avaient à peu près les mêmes à chaque réunion de famille dans la campagne profonde de Kyushu. Alors pour monsieur Iwaya Takomi, 45 ans, chauffeur-livreur de son état, vivre une passion androgame au grand jour dans sa petite banlieue de la ville de Imabari était aussi sûr que pour un hérisson de traverser l'autoroute un 15 août.
Habitué à cacher ses penchants, qui plus est dans son milieu qui fleure bon la graisse à essieu et le cambouis, Iwaya a vécu la grande révolution des internets comme la promesse d'une délivrance proche et, qui sait, d'un bonheur à partager. Certes, la révolution numérique fut aussi celle de sa libido et la consultation gracieuse de milliers de jeunes éphèbes et de pieds-le-papy le comblait, mais rien ne remplace le contact humain et l'esthétique de l'écran ne comble pas tous les vides. Se faisant violence pour apprendre quelques bribes de mauvais anglais, il découvrit avec bonheur que pour quelques milliers de dollars, des anges descendus du ciel pouvaient vous faire trouver l'amour et vous faire quitter l'enfer pour un paradis de tolérance et de câlins. Un peu perdu dans cet univers de service, le brave homme trouva une petite agence en ligne qui vous mettait en relation avec des âmes esseulées et vous promettait l'éternelle félicité. Très vite, il entama la conversation avec Michael, un jeune Anglais de 30 ans qui cherchait à rompre sa solitude et avait quelques inclinaisons pour les hommes de la lointaine Asie. En homme honnête, Iwaya s'était acquitté des 300 000 yens, environ 2000 € de droits d'entrée, enfin dans l'agence pour l'instant, et devisait chaque jour avec celui qui faisait battre son cœur, traduisant électroniquement les déclarations enflammées de son très cher. Et très cher, effectivement, il devait le devenir. Après quelques semaines de clavardage quotidien, notre routier amoureux commença à se poser la grande question de l'avenir à deux, poussé par son correspondant qui brûlait d'envie de le rencontrer. Mais dans ce bas monde, tout a un prix, même l'amour. L'agence lui indiqua poliment qu'elle pouvait se charger de les faire se rencontrer et même d'organiser son voyage jusqu'en Angleterre, une aubaine pour celui qui n'avait même jamais réussi à payer ses factures en ligne. Michael, lui, l'incitait un peu plus chaque jour à franchir le pas et lui disait comme ils seraient heureux ensemble dans un petit cottage de la campagne anglaise. Alors, un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil et Iwaya a pris sa décision, ce serait Michael ou rien. Il avait des économies et quel meilleur moyen de les dépenser que cette route fleurie vers le bonheur. Il paya 300 000 yens supplémentaires pour la mise en relation directe et la communication des coordonnées personnelles de son amoureux qui, il est vrai, avait toujours refusé de les lui donner, sans doute ce que l'on appelle la pudeur britannique. Moyennant 500 000 yens, environ 3 500 €, la divine agence commençait à se charger du voyage et préparait billets et formalités. Le pauvre Michael, lui, et c'est quand même ballot, avait des problèmes avec son vieux père diabétique qui ne pouvait se payer un traitement digne de ce nom. Pour assumer son rôle de fils, il allait devoir reprendre un dur travail de nuit et ne pourrait sans doute pas aller accueillir Iwaya à l'aéroport. À moins que celui-ci ne puisse l'aider, mais il n'osait le lui demander. Il osa. Affolé à l'idée que son bonheur puisse être décalé, il envoya 600 000 yens, environ 4 000 € à son amoureux pour aider son pauvre papa et ainsi accélérer leur rencontre tant attendue. Le départ était proche, le chauffeur n'y tenait plus, il avait gardé son projet secret pour éviter les colibés de ses collègues et la répudiation de ses parents, mais déjà, sur les conseils de son chéri, vendait ses affaires et vidait ses comptes pour être prêt au bonheur à venir. Un petit pépin de papier pop et hop, 500 € de mieux. Michael ne peut pas accueillir son petit cœur dans son vieil appartement de Londres. Qu'à cela ne tienne, achetons déjà cette maison dont nous rêvons. Début août, Iwaya est presque prêt à entrer de plein pied dans la vie et à méticuleusement préparer son avenir avec le plus grand sérieux. Celui qu'il aime et qui, n'en doutons point, est fou de lui, a acheté une petite maison près de Birmingham grâce aux 80 000 € qui lui restaient sur son compte et qui lui a envoyé, et là, il s'apprête à vendre sa voiture et récupérer la caution de son appartement pour partir avec un peu d'argent, car il le sait, il risque d'en avoir besoin avant de trouver un travail. Bon, l'agence s'est occupée de tout concernant son visa et les formalités, mais tout de même. Et enfin, le jour tant espéré arriva. Le train pour Tokyo, puis l'aéroport de Narita, sa seule valise en main, l'avion pour Heathrow et l'arrivée, le cœur battant et les yeux à la recherche de son amoureux qui doit l'attendre là. Ou là. Peut-être là alors ? Ah non. Iwaya a attendu des heures, mais Michael n'est jamais venu. Ni le numéro de téléphone qu'il lui avait donné, ni l'adresse n'étaient valides et, bizarrement, son profil sur le site de rencontre avait disparu. Avec le site d'ailleurs. Vous remarquerez qu'à aucun moment je ne vous ai parlé de cet instant où tout bascule, car pour une fois, tout avait basculé dès le début.
Rapatrié avec le peu d'argent qui lui restait, Iwaya a d'abord cherché à comprendre ce qui lui arrivait avant de porter plainte. Sans emploi, sans logement, sans argent et outé de force par la médiatisation locale de son affaire, il cherche maintenant à oublier toute cette histoire et est parti s'installer à Tokyo où, d'après ce que lui ont dit ses amis, il est peut-être plus facile de vivre sa différence. Côté enquête, eh bien, ça avance. La brigade anti-cybercriminalité vient d'ajouter ce cas aux centaines d'autres visant hommes et femmes et émanant tout droit des webcafés d'Abidjan. Face à la grande détresse sentimentale et affective que connaît le Japon depuis des années, le pays est devenu l'une des cibles principales de ceux que l'on appelle les brouteurs et qui n'hésitent pas à tout faire perdre à des gens qui espèrent juste le bonheur. Les cas de suicide se multiplient suite à ce genre d'affaires et malgré la volonté ferme des autorités à lutter contre ce phénomène, rien n'empêchera celui ou celle qui rêve de rêver jusqu'au cauchemar. Ah zut, la conclusion n'est pas drôle et l'histoire non plus d'ailleurs. Allez, on va me détester, m'envoyer des escargots morts dans la rue pour avoir gâché l'espoir de rigolade de tout un peuple. Allez, promis, je serai plus drôle la prochaine fois. Chérie! Ah bah non, c'est vrai. Voilà, cette 60e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant, laissez-moi vous rappeler que si vous avez une chaîne YouTube ou Twitch ou un canal vidéo quelconque qui parle de sujets susceptibles de m'intéresser et d'intéresser les abonnés, envoyez-moi une petite vidéo de présentation d'environ 1 minute qui passera dans la rubrique coup de pouce qui reprendra dès la prochaine édition. Je vous mets l'adresse à laquelle me contacter et attends vos vidéos en masse. Allez, je mets mon nez rouge et j'envoie la postiche. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et... Comment ça? Mais si je vous entends, n'empêche que d'après les statistiques officielles de ma chaîne, fournies par Monsieur YouTube en personne, vous êtes toujours une majorité de non-abonnés à regarder la chaîne. Hop, preuve. Alors on y va. Je vous surveille. Ok, la petite cloche maintenant. C'est bon, passons à la suite. Si vous le voulez et le pouvez, vous pouvez aider la chaîne en me laissant un petit super thanks juste là, sous la vidéo, le petit dollar dans un cœur, en rejoignant l'unité Satsujin, toujours un bouton sous la vidéo là, juste en dessous, ou en me laissant un petit pourboire sur Tipeee ou Utip. Je sais que c'est répétitif, mais voilà, YouTube est mon activité principale pour l'instant et comme vous le savez, les démonétisations à répétition ont amputé 80% des revenus de ma chaîne. Alors merci à vous qui me soutenez, c'est vraiment de plus en plus important. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne et quelques goodies du feu de Dieu. Il y a d'ailleurs en ce moment une promo de rentrée comportant mes 2 derniers livres, le CD OST des vidéos, les 2 premiers prints numérotés et signés, quelques cadeaux en prime. Je vous la laisse jusqu'à la fin du mois. Bien entendu, la boutique Spreadshirt est toujours ouverte et vous tend les bras. Bon, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Oui, j'y suis assez présent et y poste régulièrement des photos du roi Charles III nu. Allez, je vous laisse, je dois aller voir un ami et je suis en retard. C'est pas trop tôt, mettez-vous là. Matane.